En 2022, la France a produit 12% d'énergie pour les fossiles, gaz ou encore gaz ou ensuite, on a 60% du nucléaire et 25% de l'énergie nucléaire. Pour atteindre cet objectif, deux solutions sont proposées. La première, réduire l'usage des énergies fossiles et la deuxième, développer les énergies renouvelables. Dans ce contexte, la France se tourne vers les énergies marines renouvelables, car elle dispose d'un fort potentiel de développement compte tenu de cet atout de son territoire, avec 11 millions de kilomètres carrés de littoral. Donc, il existe différentes technologies qui sont plus ou moins matures, avec un potentiel de marché plus ou moins grand. Et aujourd'hui, l'éolien posé est la technologie qui est largement mature et désormais compétitive sur le marché. L'éolien posé, ça fait référence à des structures qui sont installées sur des fondations qui peuvent aller jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et au-delà, l'éolien flottant prend le relais. En considérant tous ces éléments et la dynamique de croissance actuelle de cette technologie, l'éolien marin est aujourd'hui la première filière éolienne en termes de production d'énergie. Donc, si on considère ces structures flottantes, elles sont reliées à la surface des fonds marins par de nombreuses liaisons, comme les lignes d'amarrage, mais également les câbles dynamiques qui permettent de récupérer l'énergie produite. Tous ces composants sont sensibles au processus hydrodynamique, mais également ce qu'on appelle la biopollinisation. La biopollinisation, il faut savoir que lorsqu'un support est émergé dans le milieu marin, soit naturel ou artificiel, va être rapidement pollinisé par une multitude d'organismes. Et c'est ce qu'on appelle le biofouillis. Le biofouillis a différents impacts sur ces structures, et aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on en a, c'est uniquement sur des éoliens posés. Il y a vraiment un manque de connaissances sur les éoliens flottants, notamment sur ces structures qui sont déployées plus au large. De façon générale, les effets sur ces structures, on peut observer une augmentation de la charge, pendant une diminution de la fiabilité des composants, une augmentation de la biocorrosion, et au long terme, des diminutions des performances de l'énergie qui va atteindre jusqu'à 17%. Et le biofouillis aussi peut avoir un impact sur l'environnement parce que justement, ces structures immergées vont former de nouveaux aliments. Ça peut se développer. On va avoir une augmentation de l'abondance, une augmentation de la diversité sur et autour de ces structures, risque de propagation des espèces non artificielles ou modification des relations de conflit. De façon générale, le biofouillis est connu pour la conséquence de polarisation des surfaces où les bactéries et les diatomées produisent ce qu'on appelle la matrice d'exopolymère, la matrice d'EPS. Ensuite, le recrutement intérieur de l'organisme, donc l'organisme pluricellulaire, et cette communauté mature va produire des métabolites spécifiques. Tous ces compartiments vont être influencés par de nombreux facteurs, notamment la nature du substrat, l'hydrophobie, la rugosité ou la dureté, qui peut modifier la densité et l'abondance des communautés qui colonisent ces substrats, ou encore l'influence des paramètres environnementaux, soit abiotiques, tels que la température, par le pH, par exemple une augmentation de salinité qui peut modifier la structure des biofilms, mais aussi on a des paramètres abiotiques, tels que la prédation, la composition, par exemple, de regroupement d'anneaux. Et nous, on va se demander quel va être l'effet sur les hydrodynamismes sur ces différents compartiments. Parce que très peu d'études sont faites dans le milieu marin, et notamment dans le contexte des énergies marines renouvelables, où ces structures vont être déployées dans des environnements dynamiques, où il y a énormément de processus physiques très importants, tels que les vagues, ou encore les courants marins. Donc, pour commencer de l'effet hydrodynamisme sur les biofilms, c'est uniquement des biofilms soit cultivés, donc des biofilms douce, cultivés dans des systèmes expérimentaux contrôlés. On a sur des biofilms pathogènes, on retrouve sur des études environnementales, sur des biofilms d'eau douce et quelques-unes vraiment en eau de mer, mais pas très spécifique parce que c'est une étude qui va étudier le développement des biofilms sur des peintures anti-fouines soumis à de fortes contraintes hydrodynamiques. Donc, c'est vraiment là pour limiter le déplacement des bateaux. Très spécifique. Et sur les eucaryotes, le recrutement et l'interaction de l'ENA, et également en laboratoire. Toutes ces études montrent une influence qu'on peut avoir sur la structure de métabolisme du biofilm bactérien, comme une étude de métal qui étudie donc des biofilms valorisés, où là, lorsque la contrainte est en mouvement,
on va avoir une modification de l'épaisseur et de la densité des biofilms. On peut avoir aussi la modification de la composition de la matrice par une surproduction d'exopolysaccharides lorsque la quantité de ces aliments augmente. Là aussi, sur des biofilms qui sont plutôt issus de l'OIV. Influence de l'excitation et le recrutement des propagules, et aussi la sélection d'organismes adaptés aux contraintes hypoétaniques. Donc, avec des adaptations morphologiques qui permettent la tolérance au stress mécanique, par exemple les fils de tissus produits par les moules. On peut observer aussi une modification des assemblages, comme une étude de Pauls en 2018, qui montre que lorsqu'on va remonter la part de courant, on va avoir un assemblage de communautés de diatomées de lousse différentes. Donc, toutes ces études déjà se concentrent uniquement sur des biofilms très spécifiques, donc on a un manque de connaissances dans le milieu marin, mais elles montrent également qu'il y a un effet majeur de structuration des communautés. Donc, c'est pour ça que nous, on va s'y intéresser. Donc, toute cette problématique va s'intégrer dans le projet ABioPlus, qui vise à mieux comprendre les mécanismes de colonisation sur les sites de l'EMR, pour essayer justement d'anticiper les phases de conception de ces structures, ainsi que les opérations de maintenance supplémentaires. Donc, les différents objectifs de ma thèse ont été premièrement la caractérisation multi-échelle biofolique. Donc, cet objectif a fait l'objet d'une étude méthodologique où j'ai comparé différentes approches moléculaires, mais que j'ai choisi de ne pas vous présenter aujourd'hui. Et je parlerai du deuxième objectif qui est l'évaluation de la variabilité spatio-temporelle du biofolique et du dernier, donc l'étude du rôle des paramètres hydrodynamiques. Donc, pour commencer cette première partie, donc la variabilité spatio-temporelle, l'objectif est de déterminer la dynamique de biocolonisation de différents sites offshore dédiés aux ENR. Donc, pour cela, on a étudié 4 sites. 2 sites en Atlantique, donc Deschamps et Guadeloupe, c'est plutôt large, avec un temps d'immersion de 6 mois. 2 sites en Méditerranée, donc Cap-Point, qui est un site plus côtier, et Boc, qui est un site plutôt large, donc avec une variabilité temporelle de 3 à 24 mois, avec 2 sites de 12 mois, aux 2 années différentes, pour là, essayer d'observer la variabilité interannuelle. Et au total, durant ma thèse, on a réalisé 22 missions terrain sur ces 4 sites. De ces échantillons, j'ai mesuré des variables quantitatives, telles que le biovolume, le poids en mer, en eau et en épaisseur, et caractériser la diversité des communautés eucaryotes via 2 gènes marqueurs. Donc, l'ADN R18S de la région B7, qui permet de cibler les micro- et les macroeucaryotes, et le CO1, qui permet plus de cibler des organismes pluricellulaires, notamment les eucaryotes. Donc, pourquoi on a choisi ces 2 marqueurs? C'est par rapport à l'étude méthodologique que j'ai mentionnée précédemment. Et on a essayé de compléter ces assignations taxonomiques via de la taxonomie visuelle qui a été réalisée par le CAP-SRI de Théo. Donc, pour ces premiers résultats, j'ai choisi de vous présenter les mesures quantitatives de l'épaisseur en fonction du temps. Vous avez les couleurs qui correspondent au temps aux différents sites. Donc, les sites en bleu, c'est plus les sites atlantiques, et les sites en vert, c'est les sites méditerranéens. Si on se concentre sur les sites méditerranéens, on voit qu'en fonction du temps, on va avoir une augmentation de la mesure de l'épaisseur. Ça, c'est lié aussi principalement aux organismes sessiles, qui sont plus abondants et qui doivent augmenter la complexification de l'habitat. On observe aussi une variabilité entre les réplica et entre les sites, et aussi cette variabilité temporelle, en tout cas la sémantique, elle est interannualité. Et ensuite, ça a été intéressant aussi d'observer une corrélation linéaire entre le biovolume et le poids en air. Ça, c'est un outil assez intéressant pour les ingénieurs, justement, pour outil de caractérisation, pour déduire directement les biovolumes, le poids, la masse du biovolume. Ensuite, en ce qui concerne les résultats sur les communautés, j'ai choisi de vous présenter des données de bêta-diversité, donc pour le gène vitesse et le CO1. Donc, les sites correspondent aux formes et les couleurs aux immersions. Donc, on observe une variabilité spatiale entre les 2 masses d'eau, c'est-à-dire entre l'Atlantique et la Méditerranée, mais également une variabilité qui est significative entre le côtier et le offshore. Et ça, l'hypothèse, c'est justement que les régimes hydrodynamiques sont plus importants et les pressions environnementales qui sont plus variées vont façonner différemment les communautés de biophilie comparées à celles qui sont sur le petit plan.
Maintenant, on observe aussi une variabilité temporelle des sites méditerranéens. Donc là, qui peut être possiblement expliqué par justement cette succession écologique avec l'ajout de nouvelles espèces et la perte des remplacements d'autres, et notamment la présence d'espèces agiles qui semblent participer à la différence entre les communautés. Et là, il est intéressant aussi d'observer les petits carrés que je montré en rouge. C'est les carrés qui correspondent aux échantillons de Calacuron aux années de 12 mois 2022, qui sont en fait plus proches de ceux de Bob que ceux du Calacuron du même site. Donc là, ça montre que justement, l'influence des paramètres environnementaux dans la structure et la composition du communauté est un facteur très important justement dans cette structuration. Maintenant, pour vous expliciter justement cette variabilité spatiale, j'ai choisi de vous présenter les principaux genres à chaque site. Donc là, base des chars, on va avoir une abondance d'algues rouges, également de l'abondance de cnidaires du genre Bourbonnilia. À Croix-Bénil, on va avoir d'autres espèces de cnidaires tels que le fleury, également des algues brunes. À Cap-Couronne, on va avoir plutôt des espèces dominées par des algues rouges, donc différentes espèces, Salamium par exemple. Et pour Bob, on va avoir plutôt des espèces vagiles, telles que Arcticus ou encore des algues vertes unicellulaires. Maintenant, pour vous montrer cette variabilité temporelle, là j'ai choisi pour les deux marqueurs de vous montrer des analyses discriminantes de type LFC. Pourquoi j'ai choisi ce genre d'analyse? Parce que déjà, il nous permet de discriminer entre plusieurs conditions. Là, c'est entre le site, accompagné de son temps d'action. Et l'avantage de ce type d'analyse, c'est qu'on peut discriminer à différents niveaux taxonomie. C'est-à-dire que là, à l'extérieur, vous avez les phylums, et plus en fait on va à l'intérieur des cercles, plus on va battre dans les niveaux taxonomiques, ça va être ça que le plus interne au choc. Donc, pour cette variété temporelle, je me suis concentrée uniquement sur les sites de Cap-Couronne. Donc, à 3 mois, on voit une dominance de taxon discriminante du type Gregarine. Et avec le CO1, c'est plutôt des antipodes du genre Caprel. À 12 mois, là, on va avoir d'autres organismes plutôt de type algues brunes et algues rouges. On retrouve aussi un peu ce même pattern avec le CO1 avec d'autres genres identifiés. Et enfin, à 24 mois, là, on aura plutôt une dominante discrimination du genre Mytilus avec des nématodes d'Aenuclea identifiés avec le 18 et également des nématodes avec le CO1. Donc là, l'hypothèse, justement, c'est que l'établissement précaire et complexe des organismes fossiles forment un habitat structurel et protecteur justement de ces organismes. Et ensuite, on allait chercher juste là. On s'est demandé quelles pouvaient être les relations entre les variables environnementales et la structure des communautés. Donc pour ça, malheureusement, on n'a pas pu mesurer les variables environnementales sur les différents sites. Donc, j'ai réussi à extraire quelques données du modèle Copernicus, pardon, telles que la température et la salinité et quelques variables hydrodynamiques. Et ce qu'on peut observer sur ces RDA, c'est qu'une partie importante de la variabilité est expliquée par les variables hydrodynamiques qui vont avoir dans cette structure et dans la composition des communautés. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on va s'y intéresser dans ma thèse. Là, pour transitionner sur la deuxième partie, l'influence de l'hydrodynamisme sur la formation du biodynamisme. L'hydrodynamisme, il faut savoir que c'est deux composantes. Alors, on peut le décrire selon deux composantes. La première, le vent normal qui agit comme des champs de pression. Ça peut faire référence aux vagues dans l'environnement marin. Ça agit perpendiculaire à la surface. On va avoir les forces tangentielles, vraiment qui sont dans la surface comme les contraintes de cisaillement. Là, ça peut faire référence justement au phénomène de marée encore au courant océanique. Et nous, on s'est intéressé particulièrement à cette contrainte, un peu isolée, et aller chercher justement à comprendre l'influence sur les communautés, prokaryotes et eucaryotes, et comment la matrice justement va réagir aussi, et le profil métabolique pour avoir aussi cet aspect fonctionnel. Et essayer justement de comprendre les relations qu'il peut avoir entre chaque compartiment influencé par cette hydrodynamisme. Comme je l'ai dit précédemment, cet objectif va être divisé en deux parties. Donc, la première,
in situ de la PAPTL. Là, on va caractériser les communautés microbiennes et étudier les interactions avec le macrofluide dans un contexte de fort et faible hydrodynamisme. Donc, comment on a procédé? Donc, la PAPTL, c'est un estuaire qui se trouve en Bretagne, entre Lorient et Vannes. Pourquoi on a étudié ce site? Pour deux raisons. Parce que déjà, c'est un site qui est régi essentiellement par des phénomènes de marée. Et deuxièmement, c'est un site hydrolien. On a déjà pu effectuer des tests et valider justement ces technologies. Donc, nous, là, on a profité pour étudier spécifiquement cet effet de l'hydrodynamisme en disposant de 3 bouées. Donc, la première bouée A qui est en périmètre de courant, la bouée B qui est intermédiaire et la bouée C qui est plus vers les côtes. On a disposé sur chaque bouée 6 plaques et on a immergé pendant un mois d'immersion. Vraiment, l'originalité de cette étude, c'est qu'on a pu mesurer et quantifier justement ces variables thermodynamiques via des APCP, acoustique, Doppler pour un profil. Donc, à l'aide de collègues de la quantité marine, on a pu vraiment extraire les 3 principales variables, telles que la vitesse de courant, l'intensité de turbulence et l'énergie cinétique de turbulence. On a regardé à chaque fois le maximum de ces valeurs et on a pu justement caractériser ces sites vraiment de manière hydrodynamique. Donc avec la bouée A et la bouée B comme ayant un fort hydrodynamisme et la bouée C un faible hydrodynamisme, on peut voir que c'est 2 fois moins puissant que les autres sites pour pouvoir décrire justement de manière plus précise. Donc ensuite, on a le résultat de la matrice. Donc, on va aller chercher justement cette influence et quel est l'impact sur la composition de la matrice. Donc, la matrice, il faut savoir que c'est un micro-environnement protecteur pour les biofilms qu'on peut utiliser en 3 fractions. La première, la fraction PS colorido, qui est la fraction la moins soluble et la moins liée, la plus soluble pardon, et la moins liée, les EPS liés et la résidus. La résidus, c'est tout ce qui est polymère intracellulaire, débris cellulaires. C'est pas partie des EPS parce que c'est vraiment. On a regardé la quantité de biofilms, donc aux différents sites, et on observe que lorsque la contrainte de cisaillement augmente, on va avoir une diminution de la biomasse. Et ça peut être expliqué par le fait que quand on a une contrainte, on va générer un flux qui va limiter l'adhésion des cellules et favoriser le détachement de ces derniers. On allait voir aussi la proportion de chaque fraction de PS sur la masse totale pour les 3 fractions comme niveau des 3 sites. Et là, on observe une augmentation de cette proportion de PS. Donc ça a été montré sur des biofilms dans le système contrôlé, en eau douce, où justement l'augmentation de la force de cisaillement pouvait entraîner l'augmentation de la quantité de PS, et donc pour augmenter aussi la force adhésive du biofilm, qui le rendrait plus résistant au contact. Maintenant, on concerne les résultats sur les communautés, sur les résultats de l'état de diversité pour les points marqueurs, le CPS, le CPS et le CO1. Les couleurs correspondent aux différents sites, et là, on voit de manière vraiment très similaire que la bouée A et la bouée B sont vraiment discriminées d'un côté, la bouée C complètement différente des autres sites. Et donc, c'était aussi intéressant d'aller voir comment se comportait le profil métabolomique et la matrice par des analyses multivariées. Donc là, on peut voir également, vraiment de manière similaire, le même pattern, c'est-à-dire bouée A et bouée B d'un côté, et bouée C de l'autre. Donc ça montre ici qu'on a une structure des communautés et une structure biochimique qui est similaire entre A et B. Donc maintenant, on va aller chercher justement qui sont ces accents qui sont les plus épars, les plus présents selon les conditions. Donc, comme on a vu précédemment, A et B étaient similaires, je les ai regroupés ensemble comme étant la condition forte d'hydrodynamisme et bouée C étant faible d'hydrodynamisme. J'allais chercher le rapport de richesse entre les communautés, le nombre de micro-organismes sur le nombre de microcaryotes sur les macrocaryotes. Et là, on observe que ce rapport augmente lorsqu'on augmente la contrainte de cisaillement. Donc là, l'hypothèse pourrait aussi être énoncée comme le fait que les microcaryotes auraient une interaction spécifique avec la matrice, leur permettant d'adhérer au substrat. Et deuxièmement, le fait de mettre un flux, ça limiterait justement le recrutement et l'installation des larves et des spores de micro-organismes.
Donc ensuite, je suis allée chercher justement les taxons discriminants. Là, c'est ma analyse de type d'essai. Vous avez les couleurs qui correspondent aux classes et ainsi, vous avez les genres. Dans ce type d'analyse, dès que l'autre chaîne est négative, ça veut dire que les taxons sont discriminants de la condition hydrodynamisme. Et dès que l'autre chaîne est positif, ça veut dire que les taxons sont discriminants dans la condition hydrodynamisme. Donc, pour cette condition en USL, on voit plutôt des taxons discriminants de type Belgique, on a des copépoles, on retrouve des amélides, également d'autres organismes sessiles tels que les ectoploras, mais ça dans la littérature, les ectoploras ont été déjà identifiés comme préférant des environnements faibles d'énergie, donc vraiment protégés justement des courants. On a les algues rouges. Et pour la condition A et B, donc là, vraiment, des taxons discriminants de type microeucaryotes, tels que les EPS. Dans les EPS, il faut savoir qu'elles produisent des diatomées, qui produisent justement des EPS, qui leur permettraient de mieux intégrer le substrat. On retrouve d'autres microeucaryotes tels que les amyles, et leur comme on peut voir sur la photo, peut-être il y a leurs filaments qu'elles produisent pourraient mieux intégrer le substrat, et des ciliés sessiles tels que les eupholates. Donc là, la conclusion de l'hypothèse, c'est peut-être qu'on retrouve plus de taxons sessiles viendrait du fait qu'on a une adaptation morphologique qui la permettrait justement de résister aux contraintes mécaniques. En conclusion de cette partie, pour les deux conditions, on peut voir qu'à faible hydrodynamisme, on va avoir une biomasse plus élevée avec une proportion de gaz plus faible, alors qu'à fort hydrodynamisme, on a une biomasse plus faible mais une proportion de gaz plus élevée, qui peut être liée justement aussi aux différences de communautés, parce qu'on sait qu'il y a des produits des EPF. Donc le fait qu'on a une communauté différente, peut-être que justement la nature et la composition des EPS seraient différentes et différentes. En fait, on aurait du coup moins de limitation du recrutement de macro-organismes, plus de macro-organismes ici, plus de micro ici, plus d'espèces d'agile, plus d'espèces sessiles, et une production métabolique spécifique. Donc, cette étude in situ, on en a pu combiner l'approche multidisciplinaire, qui nous a permis, là, les premières conclusions, de montrer qu'il y a un effet de la contrainte de cisaillement important dans la structure des communautés. Mais toutefois, on n'a pas fait la peine de répondre à des questions sur la saisonnalité. Là, c'est pendant un mois et à une seule saison. Et comme on est in situ, c'est compliqué justement de découpler les paramètres, différents paramètres environnementaux, notamment une des composantes de l'hydrodynamisme. Mais justement, on a pu aller au-delà de ces limites via l'expérimentation du rotor. Donc, le rotor, vous pouvez le voir sur cette diapo, c'est un dispositif rotatif unique et qui permet justement d'isoler une des composantes des autres variables environnementales. Donc, comment on a procédé? Donc, comme vous pouvez voir, le rotor, c'est une structure rotative. En fait, on a disposé sur sa face supérieure de la QVC. Et avec justement cette force centrifuge, on va exercer un gradient de contrainte de cisaillement, donc du centre vers la périphérie, du centre vers la contrainte plus faible, et la périphérie vers la contrainte plus élevée. Ça va jusqu'à un maximum 5 minutes. En parallèle, on a les échantillons statiques, donc qui sont la et on a réalisé différentes analyses, comme métabarbonique, métabologie financière, dosage des EPS, et la microscopie conjugale et électronique à variable de station. On a mesuré les paramètres physico-chimiques et réalisé cette déclaration pendant un mois pour 4 saisons. Donc, comme prétexte, je vais commencer par vous présenter les résultats de la matrice. Donc, vous avez la quantité de biofilms en fonction des saisons, des couleurs, et en fonction des contraintes de cisaillement. Je vais trouver là intéressant de vous mettre en parallèle des images, pour que vous ayez vraiment la visualisation de cette biomasse, qui fait selon les différentes variables. Donc, on peut voir qu'au printemps, on a une biomasse plus élevée, et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on va augmenter à une plus faible contrainte, donc à S1, on va avoir une augmentation de cette biomasse. Donc là, l'hypothèse, c'est le fait d'être sur un contrainte flux, un faible flux, ça va augmenter justement l'apport et en nutriments annuels, qui permettait du coup de biomasse plus importante. Et comme pour elle, on observe, on va augmenter la puissance des suppléments, une diminution de la biomasse. Avec les images en microscopie, donc là, vous avez des images en focale avec un petit marquage et des images en M. On
peut voir qu'en statique et en faible contrainte de cisaillement, on va avoir une présence de macro et micro-organismes. On peut voir à travers justement les différents images en microscopie. Pour les échantillons dynamiques, donc là, on voit plus vraiment quelque chose de plus plat avec la dominante de diatomées et de bactéries qui sont vraiment enchevêtrées dans la matrice de PS. Là, on aimerait bien aussi avoir les photos sont un peu petites, mais on peut voir vraiment intégré dans la matrice à l'intérieur de ces images. Pour aller aussi plus loin dans la structure biochimique, donc là, j'ai réalisé une activité sur justement les données de PS. Donc, vous avez les formes qui correspondent aux contraintes et les couleurs des saisons. Donc, on peut voir que la structure biochimique des biofilms est tout d'abord en réponse aux variations saisonnières, mais aussi, comme à Excel, on remarque une augmentation de la proportion de éléments avec une augmentation de la contrainte. Donc, si on se concentre sur les échantillons d'hiver et automne en mode dynamique, on voit que ces échantillons sont corrélés avec la masse des ETS produits. Donc là, l'hypothèse, ça serait justement, comme les conditions sont défavorables à la croissance, les micro-eucaryotes et les bactéries également, vont produire plus d'EPS pour se protéger justement de ces conditions. De l'autre côté, on voit un regroupement des saisons chaudes en mode dynamique, donc l'été printemps qui est corrélé avec les protéines des deux fractions d'EPS, donc plus de protéines. Et il y a peut-être cette biomasse qui est plus importante, donc peut-être les protéines proviendraient justement de cette biomasse plus abondante. Et également, ce qu'on observe, c'est qu'on a cette structure biochimique qui est également en réponse à la mixocontrainte. C'est-à-dire qu'on va avoir les échantillons dynamiques d'un côté et les échantillons statiques de l'autre, quelle que soit la saison. Donc là, on a vraiment une réponse saisonnière des biofilms et corrélée avec les différentes fractions, donc carbohydrates et les acides uriniques. Ces résultats étaient un peu en contradiction avec la littérature parce que ce qu'on retrouve dans des systèmes expérimentaux contrôlés, c'est que les carbohydrates et les acides uriniques seraient plus abondants lorsqu'on va augmenter la contrainte. Mais aussi, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est que les carbohydrates de la fraction moléculaire sont aussi associés à une source de carbone importante pour les organismes hétérotrophes, que ce soit des bactéries ou encore des copépodes. Donc là, l'hypothèse, c'est qu'on aurait peut-être un phénomène de prédation plus important et que le biofilm compenserait un équilibre entre consommation et production de PS, cette version carbohydrate des carbohydrates à la fraction moléculaire. Maintenant, pour les résultats des communautés, donc les résultats diversifiés sur le CZ, le CITES et le CO1, pareil pour le même code couleur et le même code pour les formes, on remarque un effet saisonnier, donc lié aux variations des paramètres environnementaux classiques, par exemple la température, mais on observe également, grâce au pêche bleu que je viens de mettre sur cette figure, un effet de la contrainte de cisaillement qui est significatif. Et comme pour les EPS, on remarque aussi un regroupement des échantillons statiques et des échantillons dynamiques. C'est-à-dire que là, l'effet du mode d'immersion, c'est-à-dire que la transition entre le statique et le dynamique va être un paramètre plus structurant que les variations d'intensité de la contrainte de cisaillement. Et on a voulu aller justement plus loin dans cette structure des communautés. Et on est allé voir les AXV qui sont partagées et communes entre les différentes conditions. Donc là, uniquement des résultats de la DNRCZ, parce qu'on a vraiment la même structure pour le 18S ou le C1. Là, vous avez reçu le pourcentage de mentalisé, le pourcentage de nombre de séquences. Donc, ce qu'on observe sur ce diagramme nouvelle, c'est qu'on va avoir pouvoir community, c'est-à-dire le nombre d'AXV partagés, qui est plus important en termes de taxons et en termes de séquences. Et on observe également plus de taxons spécifiques en mode dynamique. Là, l'hypothèse la plus fréquente, c'est qu'on aurait une discrimination qui se ferait plus au sein de la population principale, accompagnée de changements saisonniers dans la dominance de certains groupes, que vraiment de vraies spécificités, en tout cas pour le statique, même si on a un fort aussi en dynamique. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a le même pattern, c'est-à-dire la même dynamique, pour les multicellulaires, mais c'est vraiment un changement dans la dominance relative que de vraies spécificités. Et maintenant, on va aller chercher évidemment cette action spécifique. Donc là, pour le CZS, vous avez les saisons, été, automne, hiver et printemps, différentes formes de cisaillement.
et les principaux genres. Quand on va augmenter la contrainte, on va avoir plutôt une dominante de certains groupes, tels que les rhodobactériacées ou certains gamma-rhodobactéria, tels que les phytotriques. Les phytotriques, comme on peut voir sur cette image, elles font aussi des filaments qui peuvent peut-être leur morphologie serait mieux adaptée justement à la contrainte. Et maintenant, lorsqu'on regarde les actions spécifiques en statique, on a une augmentation des rhodobactériacées. Là, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est qu'on a à chaque fois, on retrouve à chaque fois ce genre, au regard, dans les conditions statiques, quelle que soit la saison. Au premier regard, dans la littérature, principalement associé à des algues marines, peut-être le fait de retrouver ces actions dans ces conditions serait corrélé à la présence des algues dans ces échantillons. Maintenant, comme pour exemple, je suis allée chercher le rapport de richesse entre les micro et les macro-organismes. Et là, ce rapport est significatif. Donc, on aurait plus de micro-organismes pour statique uniquement en été, en automne et au printemps. On a fait des différences conditionnellement, mais qui n'est pas significatif en hiver. Peut-être parce que la biomasse est faible, et peut-être sur la température, elle évolue pour fortement influencer les communautés biologiques. Et comme on a vu pour les EPS, peut-être que les micro-organismes produiraient plus de matrices pour se protéger, et donc seraient plus là à pouvoir contrer des conditions défavorables, plutôt qu'à aller chercher de résister à la contrainte de saisonnalité. Donc pour les visites, je suis allée aussi, on a regardé des actions spécifiques. Donc là, même si on a eu une étape de rinçage d'échantillons, on observe une abondance de copépodes, des cellules agiles, d'algues unicellulaires. Donc là, la question se pose à la question considérable comme du biologique. Est-ce que c'est uniquement des espèces adhérées, justement? Là, comme vous l'observez, c'est aussi des espèces d'agiles qui seraient là de manière opportuniste et qui profiteraient justement du biofolique pour se nourrir et se protéger. En conditions dynamiques, donc là, on a plus d'actions accessibles, telles que les rhizoères, ou plutôt en automne et en hiver, avec des moléculaires, d'autres organismes accessibles, micro-carrières accessibles, tels que le genre ciblé de Polaris. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats de métabolomique qui viennent apporter des résultats complémentaires sur la signature biochimique des biofilms soumis à différentes contraintes. Donc, j'ai obtenu une matrice via cette analyse de 2899 métabolites. De ces 2899 métabolites, j'ai réalisé une PNL, donc c'est une analyse supervisée qui permet de combiner selon deux groupes. Et là, on observe un groupe dynamique et un groupe statique. Et bien, encore là, renforcer le fait que la mise sous contrainte va avoir un effet structurant sur la structure de nos communautés. De cette analyse, j'ai expliqué les 15 principaux métabolites les plus discriminants, PIP pour variable de correlation. Parmi ces 15 métabolites, 14 étaient spécifiques au statique. Et après le consumateur, on a continué justement ces identifications. Et le seul métabolite qui nous manquait à identifier, c'était celui du statique, on a pu identifier, et c'est le DMST. Et le DMST, dans les littératures, il faut savoir que c'est un métabolite qui est produit par les eucaryotes d'autrophes, donc que ce soit des algues, encore des dinosauries ou des diatomées. Et ça corrèle bien aussi avec nos données de métabarbolique, donc on trouve justement des diatomées plus spécifiques dans les conditions dynamiques. Et en plus de ça, il a été montré que le DMST a un effet de carbone et des rhodobactériacées. Et les rhodobactériacées, qu'on a pu voir précédemment, on le retrouve aussi de façon discriminante dans nos conditions dynamiques. Maintenant, pour terminer, donc, comme je vous ai montré vraiment l'effet spécifique de l'hydrodynamisme individuellement sur chaque compartiment. Et le but vraiment de cette partie, c'est de voir l'effet global de l'hydrodynamisme sur le biofilm. Et ça, on a pu réaliser ça grâce à des réseaux multi-omiques, donc via le package R unixomique. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller assembler différentes données omiques. Donc nous, on a trois données de métabarbolique, le CZS, le 18S et le CO1 et le métabolique, d'aller chercher les variables les plus discriminantes et de les corréler en fait. Donc, on peut voir deux clusters, le cluster statique avec en rouge les taxons qui sont spécifiques en statique et en bleu les taxons qui sont spécifiques en dynamique. Comme vous pouvez le voir, c'est une analyse très complexe
et je vais la décortiquer pour ressortir les principales conclusions et les principales interprétations de cette analyse. Donc, on va se concentrer tout d'abord sur le cluster statique. Comme je vous ai dit précédemment, 14 métabolites et c'est spécifique en statique. Et de ces 14 métabolites, 10 sont retrouvés dans ce cluster, notamment le premier PIP, qui est la préophantine A, c'est un métabolite de la chlorophylle A. Et dans la littérature, elle est associée à l'activité de broutage d'hydrocarbures et d'érématol. Et comme on peut le voir, il est relié, il est relié à des chromatorénates qui sont des nématodes, justement, donc ça pourrait être une hypothèse. De plus de ça, la chlorophylle est aussi reliée à d'autres taxons, tels que l'Otrovirga et Coagulosifocus, qui est reliée eux-mêmes à des taxons d'algébrue, tels que l'acénylphosphoracée. Et là, l'hypothèse, c'est justement si les taxons bactériens sont reliés et des algues à l'otrovirga, ça pourrait être une conséquence de l'activité de dégradation microbienne à la surface des algues. En plus de ça, on retrouve d'autres métabolites tels que la vitamine, qui est un antiplasmodial puissant, décrit dans la littérature. La stigmatichéline, un signe grec, qui a une activité anti-hydrique et qui est reliée à différentes actions bactériennes et aux algues, que j'ai citées précédemment. Et là, l'hypothèse, c'est que cette corrélation justement, pourrait être associée justement à un rôle de défense chimique de l'algue, qui potentiellement peut-être pourrait se protéger de la prédation que j'ai évoquée précédemment. Maintenant, est-ce qu'on se concentre sur le cluster dynamique? Il y a beaucoup de taxons, et notamment des micro-eucaryotes, tels que des ciliés hétérotrophes, les autolatas ou encore les placementa, qui sont envoyés positivement à de nombreux groupes tels que les sapropyracées. Et les sapropyracées, il faut savoir que c'est des taxons qui sont importants dans la biologie, mais qui sont surtout décrits comme étant impliqués dans la production de PS. Donc là, j'ai mis deux hypothèses. La première, c'est que comme on va être sur stress hydrodynamique, ça va limiter justement les mécanismes chimiosensoriels, c'est-à-dire que ça va limiter tout ce qui est identification et localisation des proies par ces protides hétérotrophes. Donc, il viendrait en fait se nourrir des bactéries qui sont piégées dans la matrice. Soit l'hypothèse évoquée par divers collaborateurs qui a montré que les protides hétérotrophes sont plus hydrodynamiques, pouvaient modifier leur régime alimentaire et aller se nourrir de PS. Et donc, le fait que les bactéries vont produire des EPS, ça les protégerait justement de cette prédation. En conclusion, donc on a pu démontrer que la dynamique globale des biofilms était vraisemblablement dictée par des différentes saisonnières, mais que la contrainte de cisaillement, et notamment la mise sous contrainte, va être un paramètre structurant de nos communautés. Donc, ces différentes viennent plutôt d'une modification de la demande relative de certains groupes. Comme pour ETEL, une proportion de DPS plus faible ici avec une proportion de DPS plus élevée en conditions fortes, avec justement cette fréquence classique de la biomasse à faible contrainte. Comme pour ETEL, plus de cellules d'agiles et de macro-organismes, alors ici plus de cellules flexibles et plus de micro-organismes. Et ce qu'on a ajouté par rapport au moteur, c'est que potentiellement, les conditions soit électrodynamiques va limiter justement ces activités de broutage des protides hétérotrophes qui peuvent maintenant intégrer. Ici, on aurait plutôt, et comme il n'y a pas de contrainte physique, les organismes hétérotrophes aimeraient plus facilement se nourrir d'organismes piégés dans le public. Maintenant, pour finir, les conclusions et les perspectives de mes travaux, je vais reprendre chaque objectif et évoquer les principales conclusions. Donc, sur la caractérisation du déchet, on a montré que le biotourisme était une communauté très diversifiée et complexe et que les approches moléculaires que j'ai développées ont permis aussi d'approcher une diversité spécifique plus importante, varier d'approches morphologiques traditionnelles, identifier des micro-eucaryotes, également avoir une résolution taxonomique et une reproductibilité plus élevée. Que justement l'utilisation d'une approche multigénique nous a permis d'accéder à une grande diversité, parce qu'on sait dans les littératures que justement des régions distinctes d'utilité pouvaient donner des résultats différents et cibleraient des actions plus spécifiques. Et enfin, comme le biochimie c'est quelque chose de très complexe, une approche pluridisciplinaire nous permettrait de mieux accéder justement à cette diversité, à cette complexité, aussi des méthodes multi-optiques, notamment
d'accéder aux aspects fonctionnels qui manquent aussi énormément dans ces études. Et c'est ce que j'ai pu montrer également, c'est que la biochimie, ce n'est pas que des espaces adaptifs, c'est également une communauté de micro-eucaryotes, d'espèces d'algues qui vivent en symbiose ou en compétition, qui vivent dans cet environnement, qui aurait un rôle important dans la formation du biochimie. Ensuite, sur le deuxième objectif, on sait qu'il y a une forte variabilité spatio-temporelle, du côtier et du offshore, entre les amas d'eau, les différents aspects quantitatifs aussi, donc, qui est lié principalement aux différences dans les variables environnementales, et également les dynamiques temporelles. Par exemple, on peut observer par cette variation interannuelle des communautés. Donc, est-ce que vraiment, au bout d'un certain temps, on arriverait à une stabilisation des communautés, un équilibre dynamique au fil du temps, ou justement, il y a des perturbations, mais on aurait une stabilisation périodique, et donc, on reviendra à un état différent. Et également, j'ai montré via cet objectif un lien direct entre le biovolume et la biomate. Ça, c'est vraiment intéressant pour les ingénieurs. Et par exemple, on utiliserait un ROB, on viendrait justement chercher le biovolume sur ces structures, et via cette corrélation, on arriverait directement à atteindre la biomasse. C'est vraiment une caractérisation qui peut être intéressante. Et enfin, l'étude des paramètres hydrodynamiques. Dans ma thèse, j'ai montré qu'il y avait une influence modérée sur la biodiversité, une réponse biphasique justement de la biomasse avec une faible production, une faible biomasse, puis l'augmentation de la biodiversité de production. L'augmentation de la quantité de PS était corrélée à l'augmentation des contraintes d'esclavage, qui peut être liée également aussi aux différences dans la composition de la communauté, et donc de l'arrêt de nature avec des compositions biochimiques différentes, notamment celle des atomes. Contrainte d'esclavage, c'est un paramètre aussi structurant que les paramètres environnementaux classiques. C'est vraiment un paramètre qu'il faudra prendre en compte dans les études dans les biochimiques. Et j'ai pu montrer en tout cas dans le gaz en quantité que la transition statique dynamique était un paramètre très structurant, pas seulement justement cette chose. J'ai également montré que le rapport micro-eucaryote était plus important que celui du macro-eucaryote dans le principe contraint. Là, l'hypothèse, c'est que peut-être ces communautés microbiennes auraient une association flexible avec la matrice ou des forces de liaison joueraient justement un rôle important dans le maintien des processus au substrat. Et pour finir sur les perspectives de la thèse, c'est intéressant d'aller chercher justement l'influence de forte de pression, parce que là, on a vu l'influence sur la contrainte de cisaillement. Mais on sait que dans l'environnement offshore, d'autres processus hydrodynamiques rentrent en jeu, notamment l'action des vagues. C'est intéressant de pouvoir isoler cette composante et de voir comment les communautés se structuraient avec cette contrainte. De considérer maintenant les effets de profondeur, parce que ces structures aussi sont déployées à plus de 60 mètres, ça peut aller même plus à des profondeurs de 200 mètres, donc les câbles sont vraiment reliés à des profondeurs vraiment plus importantes. D'aller étudier justement l'effet de la profondeur sur ces différents sur ces sites, dans le contexte des éléments en général. Mieux comprendre aussi le rôle de la matrice, parce qu'on a encore peu de compréhension dans ces phénomènes, et justement les interactions qu'on peut avoir sur les prokaryotes et les eucaryotes dans le biochimie via cette matrice. Pourquoi pas utiliser d'autres méthodes de caractérisation, donc par exemple, une méthode moins destructive et moins invasive que d'autres méthodes, encore la méthode protéosique. Et enfin, utiliser le biochimie pour utiliser des effets récits sur les structures linéaires. Donc, vraiment, on avait testé le potentiel du biochimie comme échantillonneur passif. Ça a été déjà étudié dans les biochimies de douce, comme capteur passif à EDF de boisson. Pourquoi pas justement le transposer à l'environnement pour suivre justement les effets récits sur ces structures. Pour terminer cette présentation, on remercie toutes les personnes qui ont participé de très de loin à mes travaux de thèse, donc tous mes collègues du bâtiment, tous les collègues de France Énergie qui doivent être en vidéo, également le LASEN, le NIO et aussi beaucoup les personnes qui m'ont aidé lors des missions de terrain, parce qu'il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup d'aléas, beaucoup de choses, et grâce à eux, tout s'est déroulé parfaitement. Aussi tous les collaborateurs du projet. Et merci à vous pour votre attention.